colonisateur donc, elle a été attribuée à la Belgique qui avait déjà la colonie au Congo. Donc voilà. Et les Belges, donc, ils ont trouvé une population. Il y avait des éleveurs, il y avait des agriculteurs, il y avait des chasseurs potiers et ils en ont fait des ethnies. Ils les ont classés en ethnies en fonction du nombre de vaches, en fonction de la profession. Et il y a eu des Hutus, des Tutsis, des Twa, et ça a été figé administrativement dans les papiers administratifs. Et ça a aussi créé une minorité parce que les éleveurs étaient moins nombreux que les agriculteurs. Et du coup, il y a une minorité Tutsi et une majorité Hutu. Donc voilà, schématiquement, rapidement, c'est ça l'histoire du Rwanda. En 1959, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution Hutu parce qu'à l'époque, c'était une monarchie et cette monarchie était attribuée aux Tutsis. Et au moment de la revendication des indépendances dans les pays colonisés, les Tutsis, donc le roi a demandé à l'indépendance. Et les Belges n'étaient pas contents. Du coup, ils ont demandé aux Hutus, vous êtes une majorité, vous êtes colonisé par une minorité, révoltez-vous. Et ça a eu ce qu'on a appelé la révolution Hutu. Donc il y a eu les premiers massacres de Tutsis en 1959. Après, ça n'a pas arrêté jusqu'au génocide. Dès qu'il y a, par exemple, en 1973, il y a un militaire qui voulait faire un coup d'État. Et du coup, ils ont semé le trouble. Et le trouble, c'était de tuer les Tutsis. Et il est arrivé comme sauveur. Il a fait le coup d'État. Il a arrêté le président qui était à l'époque en place. Et il a pris le pouvoir. Mais lui-même, il n'a pas réhabilité les Tutsis sur le plan de droit, comme tout le monde. Parce qu'au Rwanda, il y avait un système de quotas ethniques. Il a plutôt renforcé cette quota ethnique et il a vraiment, il y avait une propagande continuelle pour vraiment fabriquer des ennemis. Donc le Tutsi est devenu l'ennemi du Hutu. Et en 1990, il y a des anciens réfugiés qui n'étaient pas bien intégrés dans les pays d'accueil, qui avaient demandé à revenir au Rwanda. Et le président de l'époque disait non, il n'y a pas assez de place, le pays est trop petit, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et du coup, ils se sont organisés en armée, ils ont attaqué à partir d'Ouganda en 1990. Et dès qu'ils ont attaqué en Ouganda, et du coup, ils disaient aux Hutus, méfiez-vous du Tutsi, ils sont parmi vous, l'ennemi est parmi vous. On les appelait des cafards. Les cafards sont partout, on les appelait des rats, ils se reproduisent trop vite, méfiez-vous d'eux. C'est même votre femme, votre enfant, votre conjoint, votre parent qui est à côté de vous, c'est votre ennemi, méfiez-vous. Parce que ceux qui attaquent du nord, là, les Tutsis qui attaquent, ils ne viennent pas pour prendre le pouvoir, seulement pour prendre le pouvoir, ils viennent pour exterminer tous les Hutus. Et du coup, ça a créé un climat de méfiance et de peur, puis la cupidité aussi. Et voilà, donc c'est ça l'histoire qui a mené au génocide. Et là, je vais vous parler de... On peut passer à la diapo suivante. Mais ça, c'était la réalité politique. Mais la réalité quotidienne du Rwanda, c'est pas que les Hutus et les Tutsis se regardaient en chien de faïence. Ils vivaient ensemble sur les mêmes collines, ils partageaient tout, il avait une solidarité incroyable. Par exemple, là, pour transporter les malades à l'hôpital, c'était pas l'ambulance qui grimpait les collines parce que le Rwanda c'est un pays de collines et de montagnes. C'est la population qui se mettait tous ensemble. On ne se préoccupait pas de savoir si le malade est Hutu et Tutsi. Tout le monde répondait présent pour amener le malade à l'hôpital. Ça, c'est pour la construction des maisons, pour cultiver dans les champs. Et vraiment, il y avait une solidarité bien solide. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils parlent la même langue. Ils pratiquent avec ferveur le christianisme, donc, qui est venu en même temps que la colonisation.
les enfants fréquentent les mêmes écoles. Et au Rwanda, on rase le crâne des enfants pour une question d'hygiène. Ils portent des uniformes pour que tout le monde se ressemble, pour montrer qu'il n'y a pas de pauvres ni de riches. Et tout le monde se ressemble. Donc, c'est ce qui s'est passé au Rwanda, surtout dans le milieu rural, dans la population, c'est impensable. Du jour au lendemain, voir ton proche, le plus proche possible, qui devient ton ennemi. C'est pour ça qu'on parle d'un génocide de proximité. Cette proximité est non seulement géographique, mais elle est aussi affective. Parce que les parents n'ont pas hésité, un père n'a pas hésité à tuer son enfant parce qu'il coule en lui du sang Tutsi. Voilà. Et maintenant, on va passer à la notion du juste. La notion de juste au Rwanda. Donc, dans cette folie humaine, il y a quand même eu des gens sensés qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Et là, il y a un mot que je trouvais qui allait très bien avec les justes du Rwanda, c'est le racisme qui a été évoqué précédemment. C'est en Kinyarwanda, il y a un mot pour les désigner, c'est Indakemwa. Indakemwa, c'est vraiment des gens qui sont irréprochables et qui sont vertueux. Mais ce n'est pas assez fort pour désigner ce qui s'est passé au Rwanda. Ce n'est pas assez fort. Alors, ce qui est utilisé au Rwanda, c'est surtout Abarokuyaban, ça veut dire les gens qui ont sauvé d'autres gens, les sauveteurs. Parce que c'était vraiment, il y avait des naufragés, il fallait un sauvetage. Et les irréprochables, c'est une vision attachée à une pureté morale. Ça veut dire que, voilà, je suis chrétien, je ne vais pas laisser les gens tuer d'autres gens. De par mon éducation, je ne peux pas laisser les gens tuer. Je respecte les 10 commandements. Et voilà. Alors que les sauveteurs, c'est des gens avec une impulsion, sans même réfléchir, qui se sont, comme on voit une personne qui se noie, qui se sont jetés à l'eau. Et sachez qu'il le faisait, la propagande disait que celui qui sauve le Tutsi va être tué aussi. Donc il savait pertinemment qu'il risquait leur vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont laissé leur vie en sauvant les Tutsis. Il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont morts avec les gens qu'ils ont essayé de sauver. Et donc, voilà, suivant le contexte, je ne laisse pas les enfants qui arrivent dans les buissons, qui viennent vers moi. Il y a un film qui s'appelle Une histoire de directeur d'hôtel. De quoi? Une histoire de directeur d'hôtel. Non. C'est un film qui met vraiment en évidence les conditions dans lesquelles les gens avaient été sauvés. Attends, je l'avais noté ici. C'est au nom de Dieu, de tous et du ciel. Donc c'est une histoire d'une personne qui a sauvé d'autres gens, un vieux, on va le voir tout à l'heure. Là, je crois que c'est mieux qu'on continue comme ça, on le voit, sinon je vais continuer la diapo. Non. Bon. Et donc, voilà, ça c'est une troisième notion, c'est Abalinzibi Gihango. C'est les gardiens du pacte social. Les gardiens du pacte social, c'est des gens qui se vraiment montrés exemplaires pendant toutes les périodes tumultueuses du Rwanda. Ça veut dire pendant que, depuis 1959 jusqu'au génocide, qui n'ont jamais adhéré à l'idéologie raciale, qui ont toujours considéré que tous les Rwandais s'équivaut, tout le monde est rwandais. Ça, c'est le concept de dit Umunyarwanda, ça veut dire je suis rwandais. Je suis ni Hutu ni Tutsi, mais je suis rwandais. On est tous rwandais, au même titre, avec les mêmes droits, avec les mêmes devoirs. Et donc,
Et parmi ces gens, il y a aussi ceux qui ont sauvé les Tutsis. Parce que tous les ans, on recense ces gens-là. Tous les ans, on les met à l'honneur en présence du président et sa femme qui a initié donc qui a l'initiative de répertorier ces gens et de les mettre à l'honneur. Et c'est ce concept de Munyarwanda qui est vraiment prôné actuellement au Rwanda pour justement déconstruire l'ennemi. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était un ennemi politique, c'est pas un ennemi social. On va continuer, sinon on va passer le temps. Oui. Je vais continuer. Bon, là, on peut passer, c'est pas grave. Oui, on revient à cette personne. On va à cette personne-là. C'est cette personne qui est mise en évidence dans le film dont je parlais là, au nom de Dieu, du ciel, de tous et du ciel. Cette personne, vous voyez, c'est vraiment des gens de conditions modestes. Des conditions très modestes. Il y avait de tous les milieux, mais la plupart des gens que je rencontre dans ma recherche, c'est vraiment des gens de conditions modestes. En sachant que les gens, des intellectuels, de l'administration locale, des prêtres, des gens qui ont essayé de sauver, la plupart sont morts avec les sauveteurs. Et j'avais oublié aussi qu'il y avait des étrangers dont il y a un portrait là-bas de Wolfgang Blam, qui est la deuxième personne au milieu. Donc c'est un Allemand qui était médecin au Rwanda, à Kibuye, qui a tout fait pendant le génocide. Tous les étrangers, tous les occidentaux ont été évacués. Et lui, il a préféré rester là. Il avait une femme rwandaise, Tutsi aussi, qui était en danger. Donc il est resté là, à sauver les gens, à soigner les blessés jusqu'au bout. Et donc ça, c'est... Vous voyez, c'est vraiment des personnes âgées, sans beaucoup de moyens, qui ont tout mis en œuvre pour vraiment sauver les gens. Mais avec des stratégies incroyables. Quand ils parlent de comment ils ont fait, ils disaient que tout le monde pouvait le faire. Si tout le monde l'avait fait, il n'y aurait pas eu autant de morts. Parce que les gens, au lieu d'avoir peur de mourir, dans le film dont je parlais là tout à l'heure, il y a une femme qui disait à son mari, parce que son mari ne voulait pas qu'elle cache les gens, il voulait même les tuer, qui disait à son mari, au moins moi je sais pourquoi je vais mourir. Parce qu'eux, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont tués. Ils savent pas pourquoi ils sont... Mais moi, si je meurs, au moins il y a une raison. Parce que pour eux, il n'y a pas de raison. Donc, on peut continuer. Et donc, l'atout pour ces gens, c'est qu'il y a un lac, juste à côté, qui fait la frontière entre le Rwanda et le Congo. Et donc, ils avaient réussi à cacher une petite barque, parce que les barques avaient été détruites. Et eux, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ils ont caché une barque. Et tous les soirs, parce que tuer les Tutsis, ça s'appelait travailler. On travaillait seulement la journée. On ne travaillait pas le soir. Et c'est la nuit qui faisait tout, et donc avec les fils qui faisaient traverser les gens jusqu'au Congo. Et après, ils ne savaient pas du tout si les gens vont revenir. C'est pour ça que ce monsieur dont je parle à le vieux, il n'était pas, tout le monde disait, tu n'es pas baptisé, tu es polygame, tu vas aller droit en enfer. Et lui, il dit, mais moi, droit en enfer, qu'est-ce que j'ai fait? Au moins, j'ai sauvé les gens. Alors, il a eu un doute, je ne suis pas baptisé, il faut quand même que je me baptise, mais aucun prêtre ne me touchera, aucun pasteur ne me touchera, parce qu'ils ont tous trempé dans le génocide. Alors, il s'est baptisé lui-même, il a été dans le lac, il s'est plongé dans le lac, il a dit, au nom du Père, de tous et du ciel. Parce qu'il s'est dit, je me baptise, je ne sais même pas si les gens que je sauvais sont encore en vie. Parce que de l'autre côté, je ne sais pas ce qui les attend. Et du coup, il a dit que c'était un baptême de protestation. C'est vraiment un baptême de résistance. Bon, et voilà. On peut juste revenir à la photo. Alors, ça c'est donc les gens, une famille qui a sauvé des Tutsis. Alors, pour continuer à sceller les liens,
à donner aussi un rayonnement à ces gens parce que c'est vraiment les gardiens du pacte social, c'est le modèle. Et quand on leur donne des vaches, on donne la vache à celui qui a été sauvé, qui l'offre à une personne qui l'a sauvé. C'est vraiment un symbole, parce que la vache rwandaise est très importante, c'est un symbole d'alliance. On va continuer. Donc, en conclusion, résister, c'est pas seulement saboter les ponts. C'est pas saboter les ponts, c'est aussi oser risquer sa vie. Et donc, comme je disais, on faisait peur aux Hutus. On disait, si vous ne les tuez pas, ils vont vous tuer. Mais il y en a qui n'ont pas écouté, il y en a qui ont qui ont résisté. Et résister, c'est exister. Aujourd'hui, ils existent. Même ceux qui sont morts, en sauvant les autres, ils sont toujours mis à l'honneur. Et c'est vraiment comme... Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais comme du sel. Hein. Le sel, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour rendre la nourriture moins fade. Donc voilà, je vous remercie. J'essayais de parler fort. Merci. J'aimerais savoir combien de temps après la fin de, parce qu'on peut appeler une guerre civile ou des massacres, a été instaurée cette reconnaissance des justes. Combien de temps il a fallu? Alors je précise, en fait, juste une petite précision, mais qui est très importante, c'était pas une guerre. Quand il y a une guerre, il y a deux camps qui s'affrontent. Mais là, il y a des gens qui sont pourchassés, qui sont traqués, qui ne peuvent même pas se défendre. Donc déjà, il y a... asymétrique. C'est asymétrique. Donc c'était pas une guerre. Il y a une guerre, d'accord, c'était un temps de guerre comme dans les deux autres génocides, les Arméniens et la Shoah. C'était un temps de guerre, mais le génocide en soi, c'était pas une guerre. Et l'autre question, c'était... Combien de temps ça a été? Alors, 8 ans après, il y a une association qui s'appelle African Rights. C'est cette association qui a recensé 17 justes et c'est là que ça a vraiment commencé. Et du coup, le gouvernement a fait vraiment, a pris à cœur de les chercher. Il y a même une recherche qui a été faite par la Commission nationale d'unité et réconciliation et financée par le Conseil de la communauté européenne. Donc voilà, c'est à partir de quand donc, cette association African Rights a commencé et du coup le gouvernement a continué à les mettre en œuvre.